Bonjour à tous, merci Adrien du coup pour cette belle introduction. Donc comme vous l'a dit Adrien, donc je m'appelle Pauline Beauté et je suis lead designer à Walaxy. Donc Walaxy, comme l'a un petit peu expliqué Adrien, c'est une start-up de Montpellier qui est juste à côté et qui, sachez-le, recrute des devs. Je glisse ça comme ça. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu design, comportement des individus, pied psychologique et manipulation dans le design. Alors souvent, quand je dis aux gens que je suis UX designer, lead designer, designer d'interface, les gens s'imaginent un petit peu ça. Peut-être que vous vous êtes aussi imaginé ça quand je vous ai dit que j'étais designer. Et donc j'aimerais d'abord un petit peu démystifier avec vous ce cliché qu'on a du designer qui est souvent connecté uniquement à cette image graphique du designer qui fait des chartes graphiques, qui design des maquettes sur Figma, voilà, qui a vraiment cette connotation graphique. Alors bien sûr, ça fait partie du métier. Et on va regrouper toutes ces compétences sous le terme UI designer, qui peut du coup être un métier à part entière. UI designer, donc UI pour User Interface. Et donc ça va regrouper un petit peu tout ce qui consiste à faire l'interface, à rendre une interface attractive, attrayante. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus se concentrer sur la partie immergée de l'iceberg, l'UX design, UX pour User Experience. Alors, pour définir assez simplement l'UX design, pour moi, l'UX design, c'est concevoir en se concentrant sur ceux qui vont utiliser. Alors souvent, l'UX design, on l'utilise uniquement dans le domaine du digital, de la création d'interfaces. Mais pour moi, l'UX design, c'est vraiment une manière de concevoir qui peut s'appliquer en fait à tous les domaines, que ce soit des métiers, mais même dans la vie personnelle. En fait, c'est vraiment cette idée de concevoir. Donc, designer, ça veut dire concevoir en se concentrant sur la personne qui va utiliser le produit, le service qu'on design. Et donc vraiment, c'est ça l'essence de l'UX design. Parce que concevoir, c'est bien, mais concevoir pour concevoir, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va vraiment se focus là-dessus. Parce que, par exemple, on ne va pas concevoir de la même manière si on s'adresse à Hugo, 21 ans, qui a l'habitude d'utiliser des applications, des outils digitaux, que à François, 62 ans, qui fait encore sa déclaration d'impôt à la main. Donc ça peut paraître évident, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises et de designers qui l'oublient. Alors du coup, ça va passer par plein de méthodes. Donc ça peut être faire des sondages, des questionnaires, aller discuter directement avec votre cible, vos utilisateurs. Mais surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça passe par l'observation. C'est vraiment hyper important en tant que designer d'observer. Parce qu'en fait, s'il y a un truc qui est bien commun chez tous les humains, c'est qu'on n'est pas très doué pour savoir ce dont on a besoin. Donc, aller discuter avec votre cible, leur poser des questions, leur demander ce qu'ils veulent, c'est bien, mais les observer, ça va être vraiment plus pertinent parce que, comme je vous le dis, souvent, on n'est pas très bon pour vraiment savoir ce dont on a besoin. Donc, les designers, ils vont observer. Ils vont observer leur cible, mais d'une manière générale, ils ont appris à observer et à comprendre les comportements des humains et des individus. Parce qu'il faut se le rappeler, fut un temps, on était quand même des êtres un petit peu primaires, et notre cerveau, il était câblé pour faire face aux situations de danger. Et donc, il était câblé pour réussir à prendre des décisions rapidement et qu'elle ait maximisé ses chances de survie. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler les biais cognitifs. Donc, un biais cognitif, c'est un schéma de pensée trompeur ou faussement logique qui influence nos prises de décision. Alors il en existe vraiment des centaines et on passe par ces schémas de pensée tous les jours au quotidien, dans des petits moments de vie ou en utilisant des applications ou des sites internet, sans même s'en rendre compte. Pour vous illustrer, un des effets les plus connus, c'est l'effet de groupe ou biais de conformité, qui en fait nous amène à avoir tendance à nous adapter aux opinions ou aux comportements d'un groupe auquel on appartient. Donc par exemple, vous êtes à un match de foot, vous êtes à un concert, et d'un coup vous voyez la foule se déplacer dans une direction, il y a de fortes chances que vous allez suivre ce mouvement. Pourtant, ce n'est pas du tout une décision rationnelle, vous n'avez pas identifié un danger, vous ne savez pas vers quoi vous courez, mais votre cerveau, pour vous faire survivre, il va vous faire adopter ce comportement. Et ben ça, c'est typiquement un biais cognitif. Et les biais cognitifs, ils ont vraiment un rôle essentiel dans le métier de l'UX designer. Parce que comme je vous disais, si vous voulez bien comprendre votre cible, c'est important de savoir comment votre utilisateur il va peut-être ressentir quelque chose, comment il va agir. Donc ça permet d'anticiper ses pensées et ses comportements. Et en fait, le designer, il va utiliser ses connaissances et il va pouvoir jouer avec. Et le mot jouer prend justement toute son importance. Parce qu'à la base, un designer, il est quand même censé utiliser ses connaissances
pour proposer l'expérience la plus sympa possible à son utilisateur. Mais malheureusement, l'humain est mauvais. Et donc certains designers ont un petit peu détourné ces biais cognitifs et ces connaissances à des fins malhonnêtes. C'est ce qu'on appelle les dark patterns. Alors, les dark patterns, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Un dark pattern, c'est toute forme de conception qui est destinée à tromper, manipuler ou inciter l'utilisateur à effectuer une action qu'il n'a pas souhaitée à la base. Qui dit beaucoup de biais cognitifs dit du coup beaucoup de dark patterns. Et donc aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble certains des dark patterns les plus connus, les petits mécanismes de manipulation que vous pouvez vous rencontrer sans vous rendre compte dans des applications ou des sites internet au quotidien. Heureusement, après, je vais quand même vous montrer qu'il y a des bonnes manières d'utiliser ces biais cognitifs et comment vous pourrez les mettre en place. Alors, les premiers dark patterns, ils peuvent apparaître dès le début de votre parcours sur une application ou un site. Par exemple, dès l'inscription, où on va essayer de vous faire signer les fameuses conditions d'utilisation, que vous allez accepter d'ailleurs malgré vous ou volontairement. Par exemple, vous venez pour vous inscrire sur Facebook, hop, on vous dit qu'en cliquant, vous acceptez donc les conditions d'utilisation. Et là, on a notre premier dark pattern qui s'appelle Privacy Zuckering, donc qui vient de Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui a largement abusé de ce dark pattern. Donc en fait, ce dark pattern, c'est le fait que des entreprises ont très bien compris que les utilisateurs ne lisent pas ces conditions d'utilisation et donc vont en profiter pour glisser des clauses, des conditions abusives. Un exemple marrant, c'est l'entreprise GameStation qui, en 2010, pour un petit peu mettre ça en lumière, avait ajouté dans ses conditions d'utilisation le droit d'avoir donc les droits sur votre âme immortelle. Ce qui était bien sûr une blague et c'était pour mettre en évidence le fait que les utilisateurs ne lisent pas les conditions. Et donc évidemment, ils ont eu beaucoup d'utilisateurs qui ont donné leur âme immortelle. Bien sûr, après coup, ils ont révélé que c'était une blague et ils ont offert un code promo en échange des personnes qui avaient donné leur âme immortelle. Et ils leur ont rendu, j'espère. Mais voilà, donc c'était une manière de mettre un petit peu en lumière voilà, ce fait que personne ne lit les conditions d'utilisation. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui le savent et qui s'en amusent, on va dire. Je vous ai mis quelques exemples que vous avez peut-être d'ailleurs acceptés sans le savoir. Facebook a le droit d'accéder à l'historique de votre navigateur. Reddit peut lire absolument tous les messages privés que vous écrivez sur leur plateforme. Ou encore Amazon qui peut traquer vos données sur leur site, mais aussi sur les autres sites que vous allez parcourir. Alors peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Si jamais ça vous intéresse d'être un petit peu plus au courant, il existe un site qui s'appelle Terms of Service Didn't Read, donc conditions d'utilisation je n'ai pas lu, qui décrypte pour vous du coup les conditions un petit peu abusives des plateformes les plus connues. Et j'aime bien leur punchline parce que c'est I have read and agreed to the terms is the biggest lie on the web. Donc j'ai lu et j'accepte les conditions. C'est souvent ce qui est écrit quand vous acceptez des conditions. Et c'est vrai que c'est le plus gros mensonge parce qu'en fait, personne ne les lit et personne ne les accepte en conscience. Alors pourquoi toutes ces entreprises du coup glissent un petit peu ces conditions abusives? Je pense que vous vous en doutez, c'est pour généralement récolter un maximum de données sur nous. Et donc là, on va pouvoir un petit peu tomber dans d'autres dark patterns. C'est donc l'utilisation que les entreprises vont faire de ces données. Alors on va essayer un petit peu de nous vendre du bullshit en nous disant oui, c'est pour améliorer votre expérience, c'est pour avoir des meilleures recommandations. Alors il y a peut-être une partie qui est vraie, mais comme d'habitude, il peut y avoir de l'abus et ça peut se transformer un petit peu en manipulation que l'utilisateur ne voit pas. Et donc c'est là qu'on tombe dans un dark pattern. Exemple avec Netflix, plateforme de streaming de films et séries que vous connaissez probablement. Du coup, Netflix, pour vous faire cliquer sur leur contenu, sur une série, sur un film, là, ces petites miniatures. Alors, tout bêtement, on peut se dire, bon, du coup, oui, quand il y a un film qui sort, une série qui sort, ils designent une miniature. En fait, non. Pour une série ou un film donné, ils vont designer plusieurs miniatures. Par exemple, Black Mirror, ils vont avoir designé plusieurs miniatures. Et en fait, ils vont associer ces miniatures à un type de profil. Donc, des profils qui seront basés sur votre genre, sur votre âge, votre profession, mais en fait même toutes les données qu'ils vont récolter sur vous quand vous naviguez sur d'autres sites, notamment peut-être les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous likez comme vidéo, qu'est-ce que vous écrivez, etc. Tout ça, ça va leur permettre de vous catégoriser dans un profil, et en fonction de votre profil, ils vont vous pousser une miniature différente pour justement vous faire cliquer sur leur contenu. Petit exemple, pour la série You,
Si, imaginons, vous êtes une femme célibataire d'une vingtaine d'années et vous avez l'habitude de consommer du contenu de comédie romantique, vous aurez probablement cette miniature. Si vous êtes un homme qui a plutôt tendance à aimer les films d'action, les contenus policiers et les thrillers, vous aurez peut-être plutôt cette miniature. Donc ça, c'est un petit truc dont on s'en rend pas compte, évidemment. Mais voilà, par ces petites manipulations, Netflix essaye vraiment de nous faire consommer son contenu et cliquer donc sur des contenus qu'on n'aurait peut-être pas consommés à la base, mais il va un petit peu jouer justement avec nos émotions et ce qu'il sait de nous pour nous faire cliquer. Et ça, sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, comment les plateformes font en sorte de créer un petit peu l'addiction et font en sorte qu'on revienne dessus assez basiquement avec le système de notification. Donc jusque-là, rien de nouveau, je pense que vous connaissez ce système qui s'inspire des cloches, c'est souvent représenté d'ailleurs par cette cloche qui nous rappelle les cloches à l'entrée des maisons, qui à la base est un système plutôt intéressant. Ça nous informe qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de chez nous qui souhaite nous voir rentrer chez nous. Donc ça a été repris par la technologie, donc avec le téléphone, on a une sonnerie quand quelqu'un nous appelle pour nous informer que quelqu'un veut discuter avec nous, on va avoir une sonnerie de SMS pour nous dire que quelqu'un nous a envoyé un message. Donc à la base, l'idée est bonne, c'est nous informer d'une info dont on a besoin ou d'une action qu'on doit réaliser. Mais comme d'habitude, les plateformes maintenant en ont très largement abusé, et notamment avec ce système de pastilles rouges, parce qu'il y a des études qui ont montré que le rouge en fait augmente la pression artérielle, donc ça a vraiment un effet physique sur notre corps. Et en fait, ces systèmes de notification, ils vont vraiment faire appel à l'instinct humain profond d'avoir envie de sociabiliser, d'appartenir à un groupe. Et en fait, c'est cette petite notif rouge, subtilement, elle vous fait sentir que il y a une transaction, il y a une interaction sociale. Et si j'y vais pas, je risque de passer à côté de quelque chose. Donc, encore une fois, on joue vraiment sur les émotions, les ressentis et les biais cognitifs. Un petit exemple d'abus de notification, ça va être LinkedIn, qui vous envoie des notifications qui n'ont vraiment aucun intérêt. Est-ce qu'on a quelque chose à faire que Michel il démarre son nouveau post? Pas vraiment. Savoir combien de personnes ont vu votre profil, bon. On vous a trouvé 10 jobs aux alentours, vous ne cherchez pas forcément de job. Donc voilà, est-ce que ça valait vraiment le coup de déranger l'utilisateur pour l'informer de ça? Je ne pense pas vraiment. Et maintenant, on s'en rend même plus compte, mais au final, il y a énormément de notifications qui sont totalement abusives. Nouvelle promo sur Deliveroo, est-ce que vous avez bien fait vos 10 000 pas, c'est l'heure d'aller vous coucher, il y a Enjoy Phoenix en live sur Insta, bref. On est vraiment inondé d'informations qui sont vraiment plus du tout nécessaires. Et voilà, encore une fois, on abuse un petit peu de nos émotions. Maintenant, on va passer à tout ce qui est tarif. Et là, on va encore avoir un petit florilège de petites manipulations et de petits dark patterns. Le premier dont je vais vous parler, je l'aime bien, c'est un... Enfin, je l'aime bien, faut pas en abuser. C'est un effet qui est vachement utilisé dans le marketing, donc qui s'appelle l'effet de l'heure. On va pas mal le retrouver dans tout ce qui est, par exemple, fast-food. Moi, je vais vous donner l'exemple des pop-corn au cinéma. L'effet de l'heure, c'est, en fait, on va avoir deux produits, un pas très cher et un très cher. Ce qu'on veut, c'est vendre le plus cher. Donc pour ça, on va en fait venir rajouter une option au milieu qui va être légèrement moins chère que l'option la plus chère qu'on souhaite vendre. Exemple avec les pop-corn, vous avez le petit pop-corn à 3 €, le grand pop-corn à 7 €, et on va rajouter un moyen pop-corn à 6,50 €. Pourquoi? Parce que du coup, le petit, il est petit, donc on a quand même envie de manger, on va pas le prendre. Le grand, il est cher, mais du coup, le moyen, en fait, il vient vous mettre en perspective. Parce que là, vous vous dites, ah ouais, non, mais en fait, pour 50 centimes de plus, mais j'ai un grand pop-corn, donc je suis totalement gagnant. Et en fait, du coup, on vous oriente comme ça vers le plus grand. Et vous avez limite l'impression d'avoir fait une affaire, alors qu'en fait, c'est le produit qu'on voulait vous vendre depuis le début. C'était pas celui du milieu, c'était vraiment le plus cher. Donc ça, c'est pas mal réutilisé, par exemple dans les abonnements sur les plateformes, les applications. Exemple avec Netflix. Sinon, on va utiliser un autre biais marketing qui est un peu similaire, c'est l'effet de compromis. Donc à l'inverse, en fait, on va avoir un produit phare qu'on veut vendre, et du coup, on va rajouter deux extrémités, une vraiment pas très chère et une vraiment très chère, pour en fait donner l'impression, pour que l'utilisateur ait l'impression de faire un compromis. Parce que le petit popcorn à 2 €, bon, il est vraiment pas cher, le grand à 8 €, il est vraiment cher, et bien je vais faire un compromis et en fait je vais prendre l'option du milieu. Et en fait, encore une fois, on va m'orienter malgré moi vers le produit qu'on voulait me vendre depuis le début.
un autre effet qui s'appelle l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est le fait qu'on va en général ancrer la première information qu'on va voir. Donc ça, les entreprises, donc soit des produits, des applications, du coup, ils vont s'en servir en jouant sur l'ordre dans lequel ils vous montrent des informations. Par exemple, vous êtes dans un magasin, la première jupe que vous allez voir, imaginons vous voyez une jupe rouge à 20 €, et ben en fait, c'est vraiment cette information-là que vous allez ancrer. Et ensuite, toutes les jupes que vous allez voir, vous allez en fait les comparer et vous référer à la première information que vous avez vue. Alors ça, qu'est-ce que ça donne, par exemple, sur une plateforme, sur un pricing? Eh ben, ça va être par exemple de mettre votre offre la plus chère en premier. Donc par exemple, c'est aussi ce que Netflix a fait. Donc on a l'habitude de ranger les choses par ordre croissant, mais en fait, il y a un petit tips à faire l'inverse et à mettre votre prix le plus cher en premier parce qu'en fait, c'est la première information que vous allez ancrer et celle qui va vraiment rester et que vous allez retenir. Donc il y en a qui jouent de ça en mettant justement leur pricing avec l'offre la plus chère en premier. Ça peut aussi, l'effet d'ancrage est aussi utilisé par exemple avec les prix barrés. Donc par exemple, si vous avez ce polo à 19 € ou à côté l'exact même polo à 19 €, mais avant il était à 40 €, il y a fort à parier que vous allez accorder beaucoup plus de valeur à celui-là, parce que la première information que vous allez ancrer, c'est qu'il vaut 40 €. Et c'est vraiment ça qui va rester. Et donc ça, c'est... Bon, on le retrouve, c'est assez commun. Donc pareil, je vous ai mis l'exemple du pricing de GitHub. C'est un type très utilisé pour les prix barrés. Ensuite, on a la preuve sociale. La preuve sociale, ça nous explique que les individus adaptent leur comportement en fonction de ce que font les autres. Alors ça, pareil, vous l'avez sûrement tous vécu, c'est ce qui fait qu'il y a des modes, des trends. On a tendance à suivre ce que fait la majorité des gens ou ce que fait une personne qui est connue et reconnue. Par exemple, si vous devez choisir un t-shirt, voilà, vous avez plein de t-shirts similaires, bon, il n'y en a pas un qui sort de l'eau. Si je rajoute ça, bah, encore une fois, il y a fort à parier que vous accordiez plus de valeur à celui-là. Parce que je vous dis que c'est le plus populaire, c'est celui que les gens achètent le plus. Et donc, en fait, ça va faire appel justement à ce biais de preuve sociale qui va un peu plus vous orienter vers celui-là. Donc ça, pareil, c'est typique. On va souvent le voir, par exemple, sur Amazon, vous avez ce produit est recommandé par Amazon. Et en fait, comme vous faites confiance à qui est Amazon, ça va faire appel à votre besoin de preuve sociale et ça va vous orienter vers un produit plus qu'un autre. Un pricing qui résume un petit peu tous ces effets, c'est le pricing de Tinder. Donc vous pouvez voir, ils font déjà appel à l'effet d'ancrage. Donc ils vont mettre en premier leur offre la plus chère. Ensuite, ils vont utiliser la preuve sociale, comme je vous le disais, en vous disant que ce plan-là, c'est le plus populaire. On n'en sait rien, ça se trouve, c'est full du bullshit. Et l'effet de compromis, en ayant deux offres assez extrêmes et au milieu une offre un petit peu de compromis. Vous pouvez dire, bon, bah, 1 mois, c'est un petit peu court, 12 mois, c'est un peu long, c'est un peu cher. Je fais un petit compromis, je vais prendre le 6 mois. En plus, c'est le plus populaire, donc je suis un peu ce que fait tout le monde. C'est parfait. Donc voilà, voilà un pricing qui est assez classique au final. Hein. Vous pouvez, je pense, souvent rencontrer des tarifs comme ça. Ensuite, on va avoir tous les biais, tous les dark patterns qui vont vous inciter à faire une action ou à ne pas faire une action que vous souhaitez. Donc, par exemple, avec le biais de misdirection, donc mauvaise direction, qui en fait va essayer de détourner l'utilisateur de son but en mettant un élément qui va le troubler, en essayant vraiment de troubler son attention. Et vous êtes peut-être déjà retrouvé face à ce genre de pop-up. Donc là, par exemple, c'est une pop-up où vous voulez annuler votre abonnement. Donc ça vous dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir annuler votre abonnement, enfin votre compte? Et on vous propose annuler ou continuer. Et en fait, vous ne savez pas du coup sur lequel appuyer pour réellement annuler votre abonnement. Et voilà, c'est très frustrant. Donc ça peut être comme ça peut être aussi le fait de cacher des actions. Par exemple, le fait de vouloir se désinscrire, vous allez galérer à trouver l'option. Bah, tout ça, c'est de la misdirection. Pour le coup, ça n'a aucun intérêt à part frustrer votre utilisateur, parce que si votre utilisateur il veut partir de votre plateforme, il partira. Donc vraiment, vraiment un des plus inutiles. Un autre piège, c'est le fait de sélectionner une option par défaut. Donc ça fait appel au biais de défaut qui nous explique que les utilisateurs ont tendance à laisser les options qui sont mises par défaut. Ça va vraiment en fait avoir un coût pour l'utilisateur d'aller changer les options qui sont mises. Et ça peut un petit peu en plus jouer sur son inattention. Encore une fois, un exemple de
plateforme qui le fait, c'est Amazon, avec les produits de consommation régulière, où par défaut, ils vont cocher le fait de vous abonner à recevoir ce produit tous les mois ou toutes les semaines. Et en fait, voilà, c'est assez vicieux parce que ils misent sur le fait que vous n'allez pas changer ce setting, ou même potentiellement que vous ne l'avez pas vu. Et enfin, un dernier dark pattern, c'est le confirm shaming. Le confirm shaming, ça va être l'art de manier les mots pour faire culpabiliser un utilisateur s'il refuse de faire une action. Alors ça va surtout être au travers du wording, donc avec des mots, avec du texte, et souvent c'est sur les boutons d'action, sur une action que vous voulez faire. Un exemple que je trouve marrant, c'est une application médicale qui, au moment de vous demander d'activer les notifications, va vous mettre comme bouton d'action donc accepter ou non, je préfère me vider de mon sang. Ça, c'est typiquement du confirm shaming. Évidemment que j'ai pas envie de me vider de mon sang et que c'est totalement culpabilisant de me faire cliquer là-dessus si je refuse d'avoir en fait des notifications. Et ça, c'est quand même de plus en plus utilisé parce que justement, c'est un petit peu shady. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un dark pattern, mais on joue encore une fois sur les émotions. Encore une fois, un exemple, Amazon, qui, quand il vous propose un produit similaire moins cher, le bouton pour refuser, ça va être non merci, je ne veux pas économiser 10,30 €. Ce qui paraît très culpabilisateur. Si j'ai pas envie d'acheter ce produit, j'ai pas envie d'acheter ce produit. Pas la peine de me faire sentir débile. Donc voilà, ça c'est typique du confirm shaming. Comme je vous disais, donc ça peut être les boutons d'action, mais ça peut être aussi simplement du texte dans les interfaces qui vont vraiment jouer sur vos émotions et vous faire culpabiliser pour faire une action. Donc on a fait un bon petit tour de dark pattern. Et comment on se sent si on est allé sur un site, une application, et qu'on a fait face à ces dark patterns-là, et qu'on sent qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Est-ce que vous avez envie de continuer votre expérience? Est-ce que vous avez envie d'acheter? Alors effectivement, s'il n'y a pas d'autres concurrents et que vous avez vraiment besoin du produit ou du service, peut-être. Mais s'il y a mieux ailleurs, il y a fort à parier que vous irez mieux ailleurs. Parce que c'est normal de ne pas aimer sentir qu'on abuse de notre confiance ou notre intelligence. Et le fait d'en abuser, ça peut au final créer un comportement inverse chez votre utilisateur, s'il s'en rend compte. Et un chiffre important à garder en tête, c'est qu'il y a 88% des utilisateurs qui ne retournent pas sur un site si l'expérience a été mauvaise. Donc il y a quand même tout intérêt à proposer à votre utilisateur une expérience agréable et la mieux pensée possible et éviter donc tous ces dark patterns. Donc comment aller vers ces pratiques un petit peu plus éthiques? Heureusement, comme je suis sympa, je vous ai fait une petite sélection de biais cognitifs et de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour utiliser les biais cognitifs à bon escient. Alors, le premier, qui est pour moi vraiment le plus important, c'est l'onboarding. Peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas. L'onboarding, c'est tout le processus de familiarisation de votre utilisateur avec votre application dans sa première utilisation. Donc ça va être qui découvre le service, qui découvre les fonctionnalités clés, le guider sur l'interface. Bref, c'est vraiment tout ce process du moment où il va vraiment avoir sa première utilisation avec votre outil. Et l'onboarding, c'est vraiment essentiel pour donc que votre utilisateur se familiarise avec votre produit et surtout qu'il l'adopte et qu'il revienne l'utiliser et de le fidéliser avec. Alors, ce que vous pouvez mettre dans votre onboarding qui marche, ça va être ce qu'on appelle l'onboarding persona. Je vous ai mis l'exemple de Trello. Alors, vous l'avez probablement déjà rencontré. C'est le fait de poser une question à votre utilisateur pour un peu le segmenter. Donc souvent on va retrouver la question de l'objectif. Donc exemple ici avec Trello qui vous demande qu'est-ce qui vous amène sur Trello? Quel est votre objectif? Et en fait ça va faire appel à un petit biais qui est que un humain quand il se fixe un objectif, il a cette envie de venir le compléter, de venir le réaliser. Et on va être frustré si on s'est fixé un objectif de ne pas venir le réaliser. Donc c'est assez minime parce que c'est pas un gros objectif, mais inconsciemment ça va quand même vous fixer un petit but et ça va vous donner envie de revenir le faire, de pouvoir l'accomplir. Donc ça va jouer un petit peu sur votre motivation. En plus, bonus, ça peut vous permettre de connaître l'objectif de vos utilisateurs et peut-être derrière de leur proposer une vraie expérience personnalisée, sans bien sûr abuser. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle l'endowment effect, donc inviter votre utilisateur à personnaliser son expérience ou son espace. Pareil, c'est assez courant. En fait, l'endowment effect, il nous explique
que les individus ont tendance à accorder plus de valeur à quelque chose s'il a l'impression qu'il lui appartient. Donc ça, justement, ça peut passer par la personnalisation. Choisissez votre pseudo, choisissez une couleur, un emoji pour votre équipe, une image de fond. Bref, tout ce qui va permettre à l'utilisateur de personnaliser son espace, son expérience, et du coup d'avoir l'impression qu'elle lui appartient davantage. Un effet similaire qui est aussi connu, c'est l'effet IKEA, qui vient donc de la boîte Ikea, effectivement, qui pareil explique qu'un un individu va accorder plus de valeur à quelque chose s'il l'a construit lui-même ou s'il a participé à sa conception. Donc voilà, ces deux biais jouent un petit peu sur les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à faire en sorte que votre utilisateur puisse personnaliser son espace et ça lui donnera vraiment envie de revenir et de s'y sentir bien. Une autre astuce, c'est le fait de dévoiler progressivement vos fonctionnalités. Donc c'est le biais de Progressive Disclosure. C'est l'idée que, en fait, souvent on a envie, quand l'utilisateur arrive, on a envie qu'il voit la valeur du produit, donc on va vouloir lui montrer toutes les fonctionnalités d'un coup. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire, parce que le risque, c'est de submerger votre utilisateur de plein d'informations, plein de fonctionnalités, et qu'au final, il n'en retienne aucune, et que juste, il s'en aille. Et il y a vraiment un enjeu à dévoiler progressivement vos fonctionnalités. Un domaine qui le fait très bien, c'est les jeux vidéo. Typiquement, dans les jeux vidéo, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de manips à faire. Et ça, ils l'ont très bien compris. Ils vont vraiment vous expliquer les informations au fur et à mesure et au moment où vous en avez besoin. Par exemple, comment accéder à votre inventaire. Ok, j'accède à mon inventaire, je vois comment ça marche. Ensuite, si vous êtes sur un RPG, comment je vais aller parler avec un personnage sur la map. Ok, une fois que c'est fait, comment je change d'arme, etc. Et en fait, ils vont pas arriver d'un coup vous donner toutes ces informations, sinon vous les retiendrez pas. Non, non, ils vont vraiment vous les donner au moment où vous en avez besoin. Et donc ça, comme je vous le disais, ça va permettre déjà de pouvoir les comprendre et surtout les retenir pour pouvoir les réutiliser par la suite et donc mieux percevoir la valeur de votre service ou votre produit. Un exemple, encore une fois, d'une application qui le fait très bien, c'est Tinder, qui, quand vous arrivez, ne va pas vous afficher tout de suite toutes les options. Par exemple, vous allez avoir que 2 boutons. Donc d'abord, à vous expliquer comment swiper. Ensuite, à vous expliquer comment liker, comment ne pas liker. Et ensuite, il y a d'autres features qui vont apparaître. Comment faire un super like, comment revenir en arrière. Bref, ils vont vraiment progressivement vous montrer les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur leur application. Et ça fait qu'en fait, très facilement, dès votre première expérience, vous avez compris comment ça marche et comment tout utiliser assez simplement. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui est la hiérarchie visuelle. Pour justement un peu aller à l'encontre des dark patterns, l'idée c'est de vraiment exposer de manière claire toutes les options et les informations dont a besoin votre utilisateur. Et là encore, il y a des petites astuces, des petits biais cognitifs qui peuvent vous servir. Un des plus importants pour moi, c'est ce qu'on appelle la loi de X. Donc le fait de limiter les options. La loi de X, en fait, elle nous explique que le temps et l'effort nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre d'options. En gros, plus vous allez donner d'options à votre utilisateur, plus ça va lui demander un effort long et compliqué de faire son choix. Donc le mieux, c'est dans ce cas-là de l'aider en fait dès le début, de ne pas lui mettre trop d'options sous le nez, seulement celles qui sont les plus intéressantes, et comme ça de limiter l'effort que ça va lui prendre et le temps nécessaire pour prendre sa décision. Un exemple, ça va être la télécommande. Donc ça, c'est une télécommande un petit peu basique qu'on a tous. Beaucoup trop de boutons. Est-ce que quelqu'un s'est déjà servi de ces boutons-là? Pas sûr. Souvent, ce que vous voulez faire avec une télécommande, c'est allumer la télé, changer de chaîne, changer le volume. Ça, Apple l'a très bien compris en proposant par exemple une télécommande avec vraiment juste en fait, les boutons dont vous avez besoin, quoi. Donc ça fait vraiment appel à donc, la loi de X. Et ça, vous pouvez du coup l'utiliser pour l'interface. Exemple entre Yahoo, moteur de recherche, et Google. Et Google, il a très bien compris que c'est quoi les options que veulent ses utilisateurs, c'est faire une recherche en fait. C'est pas aller voir l'actualité, c'est pas aller lire des articles, c'est faire une recherche. Et c'est comme ça qu'ils se sont vraiment démarqués. Dans la continuité, on va avoir la loi de Fitts Law, qui nous explique que il est plus facile d'interagir avec des éléments qui sont proches et larges. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu dans la manière où vous placez vos éléments d'action ou les informations importantes, et notamment sur le mobile, où maintenant on a vraiment des smartphones qui sont très grands et selon la taille de votre main, vous allez galérer à atteindre certains endroits. Donc il y a vraiment un enjeu fondamental sur où vous placez certains éléments. Exemple, donc Instagram qui l'a très bien compris avec sa mise à jour d'iOS.
Avant iOS 16, donc les notifications étaient en haut, donc un petit peu plus compliqué à atteindre. Et iOS 16, ils ont passé les notifications en bas de l'écran, ce qui facilite totalement l'interaction pour les utilisateurs avec les notifications, qui est un élément clé chez Apple évidemment. Donc pareil, voilà, dans vos interfaces, les boutons d'action, voilà, faut pas qu'ils soient petits et perdus en bas à gauche. Il faut que l'utilisateur puisse facilement aller interagir avec. Ensuite, on va avoir l'effet de singularité, Singularity Effect. L'effet de singularité, il nous explique qu'on va avoir tendance, nous les individus, à être plus en empathie avec une personne désignée plutôt qu'avec un groupe de personnes abstraites. Par exemple, si je vous dis 1500 personnes sont mortes dans le naufrage du Titanic, ça vous a probablement pas créé la même émotion que quand vous avez vu Jack mourir dans Titanic. Qu'on se le dise, on a tous été très tristes au moment où il est mort. Pourquoi ? Parce que justement, Jack, c'est une personne qui est identifiée, c'est une personne avec qui en fait, je vais pouvoir vraiment me mettre en empathie. Et donc, sa mort va beaucoup plus me toucher que la mort de 1500 personnes que je ne connais pas. Et ça, voilà, donc c'est l'effet de singularité. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer au domaine des interfaces ? Exemple, avec les notifications LinkedIn. LinkedIn, il utilise très bien cet effet au moment où il vous demande si vous voulez autoriser les notifications. Classiquement, on aurait pu avoir cette pop-up qui vous demande « Ah, LinkedIn voudrait vous envoyer des notifs quand vous avez un nouveau message ?» Oui, non. Et eux, non. Et donc, ils ont pris l'effet de singularité et ils se sont dit au moment où l'utilisateur est en train de parler avec quelqu'un, donc imaginons que vous êtes en train de parler avec Bill Gates, ce qui est plutôt cool. Déjà, il a un bon timing, il vous envoie la pop-up à ce moment-là et il va justement désigner, il va vous dire « Ah, est-ce que vous aimeriez savoir quand Bill va vous répondre ?» Et en fait, là, on a du coup pas juste recevoir des réponses, ce qui est un groupe abstrait, c'est recevoir la réponse de Bill. En plus, j'ai son image, donc tout de suite, je vais ça va beaucoup plus faire appel à mon empathie et je vais être beaucoup plus enclin à vouloir accepter. Et je vais aussi beaucoup plus voir la valeur de recevoir cette notification. Ensuite, un biais cognitif, je pense que c'est mon préféré, c'est le labor illusion. En fait, ça nous explique que les individus ont tendance à accorder davantage de valeur à quelque chose s'ils voient le travail et l'effort que ça a nécessité derrière. Cet effet, il est aussi connu sous le nom de Kayak Effect, en référence à la plateforme de voyage, parce que c'est eux qui l'ont utilisé. Donc, par exemple, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rallongé les temps de chargement pour appuyer l'effet qu'en fait derrière l'algorithme il est en train de chercher les meilleures offres pour vous et en fait derrière pas du tout. Ils ont vraiment rajouté un temps de chargement qui n'existe pas mais qui derrière va vraiment créer, va vraiment rajouter de la valeur perçue à l'utilisateur. Parce que vraiment on va vraiment avoir l'impression de se dire ah ouais donc derrière il y a vraiment des algorithmes qui cherchent nanana. Et encore une fois c'est très inconscient mais ça joue. Potentiellement si vous cliquez que vous avez un résultat direct, en fait, des fois, ça va presque vous frustrer parce que vous avez l'impression que c'est un peu rien passé derrière. Donc ça, c'est un petit tip sur lequel vous pouvez jouer. Et ça peut même être bénéfique. Exemple avec Uber Eats, qui avant, quand vous passiez commande, ça se passait direct. Et ils ont rajouté un petit temps de chargement qui, du coup, n'est pas utile. Et ils en ont profité. En fait, ils se sont rendus compte qu'en plus, il y avait un véritable enjeu pendant ce temps à vous résumer votre commande, où est-ce que vous êtes livré, et la possibilité encore d'annuler. Mais là, voilà, c'est un temps de chargement qui est totalement fictif. Donc, on peut voir ma petite commande d'Uber Eats hier soir. Et donc, eux, ils en ont carrément profité pour en faire une feature à part entière en utilisant donc, ce tips du labor illusion. Le dernier, biais cognitif, qui est au final un petit peu le plus important et vers lequel doivent converger tous vos efforts, c'est le aha moment. Alors, si vous ne connaissez pas le aha moment, c'est le moment où votre utilisateur il réalise la valeur de votre produit ou de votre service. C'est vraiment un moment crucial où l'individu, votre utilisateur, il va voir pour la première fois pourquoi il a besoin de votre produit et pourquoi il va potentiellement l'utiliser. Pour vous illustrer quelques exemples, par exemple Uber, leur aha moment, c'est trouver une course en quelques minutes. Netflix, ça va être trouver un contenu à regarder dans les 30 à 90 secondes. Ou encore Airbnb, pour qui le aha moment, ça va être effectuer une réservation pour la première fois. Donc c'est vraiment important d'identifier votre aha moment pour pouvoir mettre en œuvre les actions nécessaires pour que votre utilisateur il puisse percevoir la valeur de votre produit et donc vivre ce
à Moment, qui est vraiment déterminant dans le fait de transformer votre utilisateur en client. Alors du coup, c'est tentant peut-être d'utiliser les dark patterns pour arriver à ces fins. Et c'est vrai que les dark patterns, ils vont peut-être pouvoir maximiser le revenu et la conversion, mais ce sera surtout à court terme, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si vous abusez de ces dark patterns, votre utilisateur il risque justement de se rendre compte que vous abusez de sa confiance, de son intelligence, et ça va créer l'effet inverse. Il va partir de votre plateforme, ça va briser le lien de confiance, et ça va surtout lui faire avoir une image négative de votre marque ou de votre produit, et potentiellement, donc vous allez perdre votre client, mais en plus, ça va vraiment entacher l'image de votre marque. Mais ça va aussi plus loin que l'aspect business, parce que utiliser des dark patterns, c'est aussi contribuer à créer des espaces, des plateformes où les individus n'ont plus leur libre arbitre. Et donc on peut se demander justement jusqu'où c'est acceptable d'utiliser ces dark patterns. On peut aussi se demander si c'est justifiable d'utiliser des dark patterns pour une bonne cause. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ce qui est important et que je veux que vous reteniez, c'est que c'est important déjà en tant qu'individu d'avoir conscience de ces manipulations, de ces biais cognitifs et de la manipulation que certaines plateformes peuvent avoir pour essayer de s'en abstraire, de s'en détacher et reprendre un petit peu le contrôle sur votre libre arbitre, et aussi en tant que consommateur pour favoriser les plateformes qui n'utilisent pas ce type de comportement. Mais c'est également important en tant que designer, et quand je dis designer, je le pense au sens large, donc toute personne qui va concevoir un produit ou un service de consommation. Donc ça peut être designer, mais ça peut être aussi développeur, vu que vous êtes amené à créer des choses. C'est important d'avoir en tête ces comportements et surtout comment ils peuvent avoir des impacts, même si certains peuvent paraître minimes parce que c'est des petites choses. On l'a vu par exemple avec le scandale de Facebook et Cambridge Analytica, que ça peut avoir vraiment des conséquences énormes. Et que derrière, en fait, on abuse quand même et on manipule des individus. Et donc c'est important, je trouve, en tant que personne qui conçoit, d'avoir conscience de ça et de se rappeler que la mission première des designers, c'est de rendre le quotidien de nos utilisateurs meilleur et de faire ça avec honnêteté et bienveillance. C'est tout pour moi, donc merci de m'avoir écouté. Et merci. Et on peut prendre des questions. On peut prendre des questions, ouais, exactement. Une ou deux questions. Allez, c'est parti. Si le dark pattern, ça empêche la rétention d'utilisateurs à ce point, pourquoi Amazon, ils en utilisent autant? Genre, par exemple, pour se désinscrire de Prime, il y a bien 10 étapes avant d'y arriver. Ouais. J'ai failli mettre cet exemple-là du parcours de désinscription qui est hyper long sur Amazon. Alors, on va se le dire, les dark patterns, ça fonctionne, mais comme je disais, derrière, ça va vraiment entacher l'image. Alors c'est vrai que quand tu es Amazon, tu t'en fous un peu, parce qu'en fait, tu es vraiment une grosse entreprise qui a le monopole, et tu sais très bien que en fait, tu es tellement attractif par leur service de Prime, donc de livraison hyper rapide. Ah, ça commence. que du coup, ils savent très bien que leurs utilisateurs, ils vont pas aller ailleurs, et ils vont rester chez eux. C'est pour ça que je disais que, effectivement... si vous êtes une grosse entreprise qui a le monopole, oui, vous pouvez vous permettre de jouer sur les dark patterns. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu cette histoire de morale de... Après, voilà, c'est un choix moral. Est-ce que j'ai envie de tromper et de jouer là-dessus ou pas? Mais oui, si on est honnête, ça marche un peu. Sinon, il n'y aurait pas autant d'entreprises qui le feraient. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Là. Est-ce qu'il y aura un moment où les dark patterns ne fonctionneront plus à force d'être trop utilisés? Bonne question, justement. Je pense que le fait déjà de sensibiliser, qu'on les connaisse de plus en plus, parce qu'au début, quand c'était les premières utilisations, les gens n'en avaient pas conscience. Maintenant, je pense que même vous, dans ce que je vous ai montré, il y a certains que vous connaissiez ou dont vous vous doutiez. Et je pense que justement, plus on va en parler, plus ça va savoir. Et peut-être justement, plus les gens sauront un petit peu s'écarter et se rendre compte, et du coup, moins, entre guillemets, se laisser faire, ou comme je disais, aller vers d'autres plateformes qui sont plus agréables. Parce que vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais si tu vas sur un site qui est hyper transparent et qui te vend un bon produit et qui juste te montre la valeur du produit et que tu en as réellement besoin, ça marche en fait. Les dark patterns, c'est que tu n'as pas quand même trop confiance en ton produit. On est bon? Une dernière? Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez. Ça sera dernière. Merci pour votre présentation.
Est-ce que Merci. vous savez si, un peu à la même manière que les images subliminales à la télé, il y a certains dark patterns qui ont été jugés trop abusifs et qui donc ont été interdits? Bonne question. Alors non, j'ai pas connaissance vraiment d'un dark pattern qui a été interdit, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Du coup, c'est un petit peu le cas avec, donc je l'ai évoqué, mais je sais pas si tout le monde connaît, donc le scandale de Facebook. Donc le premier dark pattern dont je vous parlais, la privacy zuckering, du coup qui porte son nom de Mark Zuckerberg, parce que justement ils ont tellement abusé des conditions d'utilisation. En fait, avec leurs conditions d'utilisation, ils allaient vraiment choper énormément de données sur vous. Et ils s'en sont servis ensuite pour vous mettre du contenu. Et en fait, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient carrément influencé le choix des Américains dans leur vote au présidentiel. Et donc là, ça avait vraiment atteint un stade de libre arbitre vraiment trop poussé. D'où le fait qu'il y a eu vraiment tout un procès là-dessus. Et Facebook a été condamné. Et donc ça, c'est un exemple de dark pattern qui a vraiment été abusif. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'espère que ils seront de plus en plus quand même condamnés ou au moins pointés du doigt, histoire de forcer un petit peu les gens à faire les choses bien. Top, merci beaucoup. Voilà, c'était incroyable, on a appris plein de choses. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, c'était génial. Merci beaucoup Pauline pour cette fin. Merci à vous.